Paul Valéry. Regard sur le monde actuel. Avant-propos. Ce petit recueil se dédie de préférence aux personnes qui n'ont point de système et sont absentes des partis, qui par là sont libres encore de douter de ce qui est douteux et de ne point rejeter ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, ce ne sont ici que des études de circonstances. Il en est de 1895, il en est d'hier, il en est d'aujourd'hui. Elles ont ce caractère commun d'être des essais au sens le plus véritable de ce terme. On n'y trouvera que le dessein de préciser quelques idées qu'il faudrait bien nommer politiques, si ce beau mot de politique, très séduisant et excitant pour l'esprit, n'éveillait de grands scrupules et de grandes répugnances dans l'esprit de l'auteur. Il n'a voulu que se rendre un peu plus net les notions qu'il avait reçues de tout le monde, ou qu'il s'était formé comme tout le monde, et qui servent à tout le monde à penser aux groupes humains, à leurs relations réciproques et à leur gêne mutuelle. Essayer de préciser en ces matières n'est assurément pas le fait des hommes qui s'y entendent ou qui s'en mêlent. Il s'agit donc d'un amateur. Je ne sais pourquoi les entreprises du Japon contre la Chine et des États-Unis contre l'Espagne qui se suivirent assez près me firent dans leur temps, 1895 et 1898, une impression particulière. Ce ne furent que des conflits très restreints, où ne s'engagèrent que des forces de médiocre importance, et je n'avais, quant à moi, nul motif de m'intéresser à ces choses lointaines, auxquelles rien de mes occupations, ni dans mes soucis ordinaires, ne me disposait à être sensible. Je ressentis toutefois ces événements distincts, non comme des accidents ou des phénomènes limités, mais comme des symptômes ou des prémices, comme des faits significatifs, dont la signification passait de beaucoup l'importance intrinsèque et la portée apparente. L'un était le premier acte de puissance d'une nation asiatique, réformée et équipée à l'européenne. L'autre, le premier acte de puissance d'une nation déduite et comme développée de l'Europe, contre une nation européenne. Un choc qui nous atteint dans une direction imprévue nous donne brusquement une sensation nouvelle de l'existence de notre corps en tant qu'inconnu. Nous ne savions pas tout ce que nous étions, et il arrive que cette sensation brutale nous rende elle-même sensibles, par un effet secondaire, à une grandeur et à une figure inattendue de notre domaine vivant. Ce coup indirect en Extrême-Orient et ce coup direct dans les Antilles me firent donc percevoir confusément l'existence de quelque chose qui pouvait être atteinte et inquiétée par de tels événements. Je me trouvais sensibilisé à des conjonctures qui affectaient une sorte d'idée virtuelle de l'Europe que j'ignorais jusqu'alors porter en moi. Je n'avais jamais songé qu'il existât véritablement une Europe. Ce nom ne m'était qu'une expression géographique. Nous ne pensons que par hasard aux circonstances permanentes de notre vie. Nous ne les percevons qu'au moment qu'elles s'altèrent tout à coup. J'aurai l'occasion de montrer tout à l'heure à quel point notre inconscience, à l'égard des conditions les plus simples et les plus constantes de notre existence et de nos jugements, rend notre conception de l'histoire si grossière, notre politique si vaine, et parfois si naïve dans ses calculs. Elle conduit les plus grands hommes à concevoir des desseins qu'ils évaluent par imitation et par rapport à des conventions dont ils ne voient pas l'insuffisance. J'avais, en ce temps-là, le loisir de m'engager dans les lacunes de mon esprit. Je me pris à essayer de développer mon sentiment ou mon idée infuse de l'Europe.
Je rappelai à moi le peu que je savais, je me fis des questions, je rouvris, j'entr'ouvris des livres. Je croyais qu'il fallait étudier l'histoire et même l'approfondir pour se faire une idée juste du jour même. Je savais que toutes les têtes occupées du lendemain des peuples en étaient nourries. Mais quant à moi, je n'y trouvais qu'un horrible mélange. Sous le nom d'histoire de l'Europe, je ne voyais qu'une collection de chroniques parallèles qui s'entremêlaient par endroits. Aucune méthode ne semblait avoir précédé le choix des faits, décidé de leur importance, déterminer nettement l'objet poursuivi. Je remarquais un nombre incroyable d'hypothèses implicites et d'entités mal définies. L'histoire ayant pour matière la quantité des événements ou des états qui, dans le passé, ont pu tomber sous le sens de quelques témoins, la sélection, la classification, l'expression des faits qui nous sont conservés ne nous sont pas imposées par la nature des choses. Elles devraient résulter d'une analyse et de décisions explicites. Elles sont pratiquement toujours abandonnées à des habitudes et à des manières traditionnelles de penser ou de parler dont nous ne soupçonnons pas le caractère accidentel ou arbitraire. Cependant, nous savons que dans toutes les branches de la connaissance, un progrès décisif se déclare au moment que des notions spéciales, tirées de la considération précise des objets mêmes du savoir et faites exactement pour relier directement l'observation à l'opération de la pensée, et celle-ci à nos pouvoirs d'action, se substituent au langage ordinaire, moyen de première approximation que nous fournissent l'éducation et l'usage. Ce moment capital des définitions et des conventions nettes et spéciales qui viennent remplacer les significations d'origine confuse et statistique n'est pas arrivé pour l'histoire. En somme, ces livres où je cherchais ce qu'il me fallait pour apprécier les faits singuliers que me produisaient quelques nouvelles, ne m'offraient qu'un désordre d'images, de symboles et de thèses dont je pouvais déduire ce que je voulais, mais non ce qu'il me fallait. Me résumant mes impressions, je me disais qu'une partie des œuvres historiques s'applique et se réduit à nous colorer quelques scènes, étant convenu que ces images doivent se placer dans le passé. Cette convention a de tout temps engendré de très beaux livres, et parmi ces livres, il n'y a pas lieu de distinguer, puisqu'il ne s'agit que du plaisir ou de l'excitation qu'ils procurent, entre ceux de témoins véritables et ceux de témoins imaginaires. Ces ouvrages sont parfois d'une vérité irrésistible. Ils sont pareils à ces portraits dont les modèles sont poussière depuis des siècles et qui nous font toutefois crier à la ressemblance. Rien dans leurs effets instantanés sur le lecteur ne permet de distinguer, sous le rapport de l'authenticité, entre les peintures de Tacite, de Michelet, de Shakespeare, de Saint-Simon ou de Balzac. On peut à volonté les considérer tous comme inventeurs ou bien tous comme reporters. Les prestiges de l'art d'écrire nous transportent fictivement dans les époques qui leur plaisent. C'est pourquoi, entre le pur conte et le livre d'histoire pure, tous les tirages, tous les degrés existent, romans historiques, biographies romanesques, etc. On sait d'ailleurs que dans l'histoire même, parfois paraît le surnaturel. La personnalité du lecteur est alors directement mise en cause, car c'est lui dont le sentiment admettra ou rejettera certains faits, décidera ce qui est histoire et ce qui ne l'est point. Une autre catégorie d'historiens construisent des traités si bien raisonnés, si sagaces, si riches en jugements profonds sur l'homme et sur l'évolution des affaires, que nous ne pouvons penser
que les choses se soient engagées et développées différemment. De tels travaux sont des merveilles de l'esprit. Il en est que rien ne passe dans la littérature et dans la philosophie. Mais il faut prendre garde que les affections et les couleurs dont les premiers nous séduisent et nous amusent, la causalité admirable dont les seconds nous persuadent, dépendent essentiellement des talents de l'écrivain et de la résistance critique du lecteur. Il n'y aurait qu'à jouir de ces beaux fruits de l'art historique, et nulle objection ne s'élèverait contre leur usage si la politique n'en était tout influencée. Le passé, plus ou moins fantastique, ou plus ou moins organisé après coup, agit sur le futur avec une puissance comparable à celle du présent même. Les sentiments et les ambitions s'excitent de souvenirs de lecture, de souvenirs, bien plus qu'ils ne résultent de perceptions et de données actuelles. Le caractère réel de l'histoire est de prendre part à l'histoire même. L'idée du passé ne prend un sens et ne constitue une valeur que pour l'homme qui se trouve en soi-même une passion de l'avenir. L'avenir, par définition, n'a point d'image. L'histoire lui donne les moyens d'être pensée. Elle forme pour l'imagination une table de situations et de catastrophes, une galerie d'ancêtres, un formulaire d'actes, d'expressions, d'attitudes, de décisions offerts à notre instabilité et à notre incertitude pour nous aider à devenir. Quand un homme ou une assemblée, saisie de circonstances pressantes ou embarrassantes, se trouve contraint d'agir, leur délibération considère bien moins l'état même des choses en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque-là, qu'elle ne consulte ses souvenirs imaginaires. Obéissant à une sorte de loi de moindre action, répugnante à créer, à répondre par l'invention à l'originalité de la situation, la pensée hésitante tend à se rapprocher de l'automatisme. Elle sollicite les précédents et se livre à l'esprit historique qui l'induit à se souvenir d'abord, même quand il s'agit de disposer pour un cas tout à fait nouveau. L'histoire alimente l'histoire. Il est probable que Louis XVI n'eût pas péri sur l'échafaud sans l'exemple de Charles Ier, et que Bonaparte, s'il n'eût médité le changement de la République romaine en un empire fondé sur le pouvoir militaire, ne se fût point fait empereur. Il était un amateur passionné de lectures historiques. Il a rêvé toute sa vie d'Hannibal, de César, d'Alexandre et de Frédéric. Et cet homme fait pour créer, qui s'est trouvé en possession de reconstruire une Europe politique, que l'état des esprits après 3 siècles de découverte et au sortir du bouleversement révolutionnaire pouvait permettre d'organiser, s'est perdu dans les perspectives du passé et dans des mirages de grandeur morte. Il a décliné dès qu'il a cessé de dérouter. Il s'est ruiné pour s'être rendu semblable à ses adversaires, pour avoir adoré leurs idoles, imité de toute sa force ce qui faisait leur faiblesse, et substitué à sa vision propre et directe des choses l'illusion du décor de la politique historique. Bismarck, au congrès de Berlin, dominé par cet esprit historique qu'il prend pour esprit réaliste, ne veut considérer que l'Europe, se désintéresse de l'Afrique, n'use de son génie, de son prestige, qui le faisait maître de l'instant, que pour engager les puissances dans des intérêts coloniaux qui les opposassent et les maintinssent rivales, jalousement divisés, sans prévoir que l'heure était toute proche où l'Allemagne devrait convoiter ardemment ce qu'elle avait excité les autres nations à se partager et les assemblerait par là contre elle-même, trop tard venue. Il a bien pensé au lendemain, mais point à un lendemain
qui ne se fût jamais présenté. À cette exagération du rôle des souvenirs d'autrui, plus ou moins exacts, plus ou moins significatifs, correspond et s'accorde une absence ou une insuffisance de méthode dans le choix, la classification, la détermination des valeurs des choses enregistrées. En particulier, l'histoire semble ne tenir aucun compte de l'échelle des phénomènes qu'elle représente. Elle omet de signaler les relations qui doivent nécessairement exister entre la figure et la grandeur des événements ou des situations qu'elle rapporte. Le nombre et les grandeurs sont toutefois des éléments essentiels de description. Elle ne s'inquiète pas des problèmes de similitude. C'est là une des causes qui font si fallacieux l'usage politique de l'histoire. Ce qui était possible dans l'étendue d'une cité antique ne l'est plus dans les dimensions d'une grande nation. Ce qui était vrai dans l'Europe de 1870 ne l'est plus quand les intérêts et les liaisons s'élargissent à toute la terre. Les notions mêmes dont nous nous servons pour penser aux objets politiques et pour en discourir, et qui sont demeurées invariables malgré le changement prodigieux de l'ordre de grandeur et du nombre des relations, sont insensiblement devenues trompeuses ou incommodes. Le mot « peuple », par exemple, avait un sens précis quand on pouvait rassembler tous les citoyens d'une cité autour d'un tertre dans un champ de Mars. Mais l'accroissement du nombre, le passage de l'ordre des 1000 à celui des millions, a fait de ce mot un terme monstrueux, dont le sens dépend de la phrase où il entre. Il désigne tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part, tantôt le plus grand nombre, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. Les mêmes observations s'appliquent aux durées. Rien de plus aisé que de relever dans les livres d'histoire l'absence de phénomènes considérables que la lenteur de leur production rendit imperceptibles. Ils échappent à l'historien, car aucun document ne les mentionne expressément. Ils ne pourraient être perçus et relevés que par un système préétabli de questions et de définitions préalables qui n'a jamais été conçu jusqu'ici. Un événement qui se dessine en un siècle ne figure dans aucun diplôme, dans aucun recueil de mémoire. Tel le rôle immense et singulier de la ville de Paris dans la vie de la France à partir de la Révolution. Telle la découverte de l'électricité et la conquête de la terre par ses applications. Ces événements sans pareil dans l'histoire humaine n'y paraissent, quand ils y paraissent, que moins accusés que telle affaire plus scénique, et surtout plus conforme à ce que l'histoire traditionnelle a coutume de rapporter. L'électricité, du temps de Napoléon, avait à peu près l'importance que l'on pouvait donner au christianisme du temps de Tibère. Il devient peu à peu évident que cette innervation générale du monde est plus grosse de conséquences, plus capable de modifier la vie prochaine que tous les événements politiques survenus depuis Ampère jusqu'à nous. On voit, par ces remarques, à quel point notre pensée historique est dominée par des traditions et des conventions inconscientes, combien peu elle a été influencée par le travail général de révision et de réorganisation qui s'est produit dans tous les domaines du savoir dans les temps modernes. Sans doute la critique historique a-t-elle fait de grands progrès, mais son rôle se borne en général à discuter des faits et à établir leur probabilité. Elle ne s'inquiète pas de leur qualité. Elle les reçoit et les exprime à son tour en termes traditionnels, qui impliquent de même toute une formation historique de concepts,
par quoi s'introduit dans l'histoire le désordre initial qui résulte d'une infinité de points de vue ou d'observateurs. Tout chapitre d'histoire contient un nombre quelconque de données subjectives et de constantes arbitraires. Il en résulte que le problème de l'historien demeure indéterminé dès qu'il ne se borne plus à établir ou à contester l'existence d'un fait qui eût pu tomber sous le sens de quelques témoins. La notion d'événement, qui est fondamentale, ne semble pas avoir été reprise et repensée comme il conviendrait, et c'est ce qui explique que des relations de première importance n'ont jamais été signalées ou n'ont pas été mises en valeur, comme je le montrerai tout à l'heure, tandis que dans les sciences de la nature, les recherches multipliées depuis 3 siècles nous ont refait une manière de voir et substitué à la vision et à la classification naïve de leurs objets des systèmes de notions spécialement élaborés. Nous en sommes demeurés dans l'ordre historico-politique, à l'état de considération passive et d'observation désordonnée. Le même individu qui peut penser physique ou biologie avec des instruments de pensée comparables à des instruments de précision, pense politique au moyen de termes impurs, de notions variables, de métaphores illusoires. L'image du monde, telle qu'elle se forme et agit dans les têtes politiques des divers genres et des différents degrés, est fort loin d'être une représentation satisfaisante et méthodique du moment. Désespérant de l'histoire, je me mis à songer à l'étrange condition où nous sommes presque tous, simples particuliers de bonne foi et de bonne volonté, qui nous trouvons engagés dès la naissance dans un drame politico-historique inextricable. Nul d'entre nous ne peut intégrer, reconstituer, la nécessité de l'univers politique où il se trouve, au moyen de ce qu'il peut observer dans sa sphère d'expérience. Les plus instruits, les mieux placés, peuvent même se dire, en évoquant ce qu'ils savent, en le comparant à ce qu'ils voient, que ce savoir ne fait qu'obscurcir le problème politique immédiat, qui consiste, après tout, dans la détermination des rapports d'un homme avec la masse des hommes qu'il ne connaît pas. Quelqu'un de sincère avec soi-même, et qui répugne à spéculer sur des objets qui ne se raccordent pas rationnellement à sa propre expérience. À peine ouvre-t-il son journal, le voici qui pénètre dans un monde métaphysique désordonné. Ce qu'il lit, ce qu'il entend, excède étrangement ce qu'il constate ou pourrait constater. S'il se résume son impression, point de politique sans mythe, pense-t-il. Ayant donc fermé tous ces livres écrits en un langage dont les conventions étaient visiblement incertaines pour ceux-là même qu'il employait, j'ouvris un atlas et feuilletai distraitement cet album des figures du monde. Je regardais et je songeais. J'ai songé, tout d'abord, au degré de précision des cartes que j'avais sous les yeux. Je trouvais là un exemple simple de ce qu'on nommait le progrès, il y a 60 ans. Un portulan du jadis, une carte du XVIe siècle, une moderne, marque nettement des étapes, me dis-je. L'œil de l'enfant s'ouvre d'abord dans un chaos de lumières et d'ombres, tourne et s'oriente à chaque instant dans un groupe d'inégalités lumineuses. Et il n'y a rien de commun encore entre ces régions de lueur et les autres sensations de son corps. Mais les petits mouvements de ce corps lui imposent d'autre part un tout autre désordre d'impressions. Il touche, il tire, il presse. En son être, peu à peu,
se dégrossit le sentiment total de sa propre forme. Par moments distincts et progressifs s'organise cette connaissance. L'édifice de relations et de prévisions se dégage des contrastes et des séquences. L'œil et le tact et les actes se coordonnent en une table à plusieurs entrées qui est le monde sensible. Et il arrive enfin, événement capital, qu'un certain système de correspondance soit nécessaire et suffisant pour ajuster uniformément toutes les sensations colorées à toutes les sensations de la peau et des muscles. Cependant, les forces de l'enfant s'accroissent et le réel se construit comme une figure d'équilibre en laquelle la diversité des impressions et les conséquences des mouvements se composent. L'espèce humaine s'est comportée comme cet être vivant le fait quand il s'anime et se développe dans un milieu dont il explore peu à peu et assemble par tâtonnements et raccords successifs les propriétés et l'étendue. L'espèce a reconnu lentement et irrégulièrement la figure superficielle de la Terre, visité et représenté de plus en plus près ses parties, soupçonné et vérifié sa convexité fermée, trouvé et résumé les lois de son mouvement, découvert, évalué, exploité les ressources et les réserves utilisables de la mince couche dans laquelle toute vie est contenue. Accroissement de netteté et de précision, accroissement de puissance, voilà les faits essentiels de l'histoire des temps modernes. Et que je trouve essentiels parce qu'ils tendent à modifier l'homme même, et que la modification de la vie dans ses modes de conservation, de diffusion et de relation me paraît être le critérium de l'importance des faits à retenir et à méditer. Cette considération transforme les jugements sur l'histoire et sur la politique, y fait apparaître des disproportions et des lacunes, des présences et des absences arbitraires. À ce point de mes réflexions, il m'a paru que toute l'aventure de l'homme, jusqu'à nous, devait se diviser en deux phases bien différentes. La première, comparable à la période de ses tâtonnements désordonnés, de ses pointes et de ses reculs dans un milieu informe, de ses éblouissements et de ses impulsions dans l'illimité, qui est l'histoire de l'enfant dans le chaos de ses premières expériences. Mais un certain ordre s'installe, une ère nouvelle commence. Les actions en milieu fini, bien déterminées, nettement délimitées, richement et puissamment reliées, n'ont plus les mêmes caractères ni les mêmes conséquences qu'elles avaient dans un monde informe et indéfini. Observons toutefois que ces périodes ne peuvent se distinguer nettement dans les faits. Une fraction du genre humain vit déjà dans les conditions de la seconde, cependant que le reste se meut encore dans la première. Cette inégalité engendre une partie notable des complications actuelles. Considérant alors l'ensemble de mon époque et tenant compte des remarques précédentes, je m'efforçais de ne percevoir que les circonstances les plus simples et les plus générales, qui fussent en même temps des circonstances nouvelles. Je constatais presque aussitôt un événement considérable, un fait de première grandeur, que sa grandeur même, son évidence, sa nouveauté, ou plutôt sa singularité essentielle, avait rendu imperceptible à nos autres contemporains. Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne,
Donc l'ère de libre expansion est close. Plus de roc qui ne porte un drapeau, plus de vide sur la carte, plus de régions hors des douanes et hors des lois. Plus une tribu dont les affaires n'engendrent quelques dossiers et ne dépendent, par les maléfices de l'écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. Le recensement général des ressources, la statistique de la main-d'œuvre, le développement des organes de relation se poursuivent. Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette distribution et cet enchaînement des parties du globe? Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée, entre les régions et les événements, est la conséquence déjà très sensible de ce grand fait. Nous devons désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette condition universelle récente, chacun d'eux représentant une obéissance ou une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. Les habitudes, les ambitions, les affections contractées au cours de l'histoire antérieure ne cessent point d'exister, mais insensiblement transportées dans un milieu de structures très différentes, elles y perdent leur sens et deviennent cause d'efforts infructueux et d'erreurs. La reconnaissance totale du champ de la vie humaine étant accomplie, il arrive qu'à cette période de prospection succède une période de relation. Les parties d'un monde fini et connu se relient nécessairement entre elles de plus en plus. Or, toute politique jusqu'ici spéculait sur l'isolement des événements. L'histoire était faite d'événements qui pouvaient se localiser. Chaque perturbation produite en un point du globe se développait comme dans un milieu illimité. Ces effets étaient nuls à distance suffisamment grande. Tout se passait à Tokyo comme si Berlin fût à l'infini. Il était donc possible, il était même raisonnable, de prévoir, de calculer et d'entreprendre. Il y avait place dans le monde pour une ou plusieurs grandes politiques bien dessinées et bien suivies. Ce temps touche à sa fin. Toute action désormais fait retentir une quantité d'intérêts imprévus de toutes parts. Elle engendre un train d'événements immédiats, un désordre de résonance dans une enceinte fermée. Les effets des effets, qui étaient autrefois insensibles ou négligeables, relativement à la durée d'une vie humaine et à l'ère d'action d'un pouvoir humain, se font sentir presque instantanément à toute distance, reviennent aussitôt vers leur cause, ne s'amortissent que dans l'imprévu. L'attente du calculateur est toujours trompée, elle est en quelques mois ou en peu d'années. En quelques semaines, des circonstances très éloignées changent l'ami en ennemi, l'ennemi en allié, la victoire en défaite. Aucun raisonnement économique n'est possible. Les plus experts se trompent, le paradoxe règne. Il n'est de prudence, de sagesse ni de génie que cette complexité ne mette rapidement en défaut, car il n'est plus de durée, de continuité, ni de causalité reconnaissable dans cet univers de relations et de contacts multipliés. Prudence, sagesse, génie ne sont jamais identifiés que par une certaine suite d'heureux succès. Dès que l'accident et le désordre dominent, le jeu savant ou inspiré devient indiscernable d'un jeu de hasard. Les plus beaux dons s'y perdent. Par là,
Une nouvelle politique est à l'ancienne ce que les brefs calculs d'un agioteur, les mouvements nerveux de la spéculation dans l'enceinte du marché, ses oscillations brusques, ses retournements, ses profits et ses pertes instables sont à l'antique économie du père de famille, à l'attentive et lente agrégation des patrimoines. Les desseins longuement suivis, les profondes pensées d'un Machiavel ou d'un Richelieu auraient aujourd'hui la consistance et la valeur d'un tuyau de bourse. Ce monde limité, dont le nombre des connexions qui en rattachent les parties ne cesse de croître, est aussi un monde qui s'équipe de plus en plus. L'Europe a fondé la science qui a transformé la vie et multipliait la puissance de ceux qui la possédaient. Mais, par sa nature même, elle est essentiellement transmissible. Elle se résout, nécessairement, en méthodes et en recettes universelles. Les moyens qu'elle donne aux uns, tous les autres peuvent les acquérir. Ce n'est pas tout. Ces moyens accroissent la production, et non seulement en quantité. Aux objets traditionnels du commerce viennent s'adjoindre une foule d'objets nouveaux, dont le désir et le besoin se créent par contagion ou imitation. On arrive bientôt à exiger de peuples moins avancés qu'ils acquièrent ce qu'il leur faut de connaissances pour devenir amateurs et acheteurs de ces nouveautés. Parmi elles, les armes les plus récentes. L'usage qu'on en fait contre eux les contraint d'ailleurs à s'en procurer. Ils n'y trouvent aucune peine. On se bat pour leur en fournir. On se dispute l'avantage de leur prêter l'argent dont ils les paieront. Ainsi, l'inégalité artificielle de force sur laquelle se fondait depuis 3 siècles la prédominance européenne tend à s'évanouir rapidement. L'inégalité fondée sur les caractères statistiques bruts tend à reparaître. L'Asie est environ 4 fois plus vaste que l'Europe. La superficie du continent américain est légèrement inférieure à celle de l'Asie. La population de la Chine est à soi seule au moins égale à celle de l'Europe, celle du Japon supérieure à celle de l'Allemagne. Or, la politique européenne locale, dominant et rendant absurde la politique européenne universalisée, a conduit les Européens concurrents à exporter les procédés et les engins qui faisaient de l'Europe la suzeraine du monde. Les Européens se sont disputés le profit de déniaiser, d'instruire et d'armer des peuples immenses, immobilisés dans leurs traditions et qui ne demandaient qu'à demeurer dans leur état. De même que la diffusion de la culture dans un peuple y rend peu à peu impossible la conservation des castes, et de même que les possibilités d'enrichissement rapide de toute personne par le commerce et l'industrie ont rendu illusoire et caduque toute hiérarchie sociale stable, ainsi en sera-t-il de l'inégalité fondée sur le pouvoir technique. Il n'y aura rien eu de plus sot dans toute l'histoire que la concurrence européenne en matière politique et économique, comparée, combinée et confrontée avec l'unité et l'alliance européenne en matière scientifique. Pendant que les efforts des meilleures têtes de l'Europe constituaient un capital immense de savoir utilisable, la tradition naïve de la politique historique de convoitise et d'arrière-pensée se poursuivait, et cet esprit de petits Européens livrait par une sorte de trahison à ceux mêmes qu'on entendait dominer les méthodes et les instruments de puissance. La lutte pour des concessions ou pour des emprunts, pour introduire des machines ou des praticiens, pour créer des écoles ou des arsenaux, lutte
qui n'est autre chose que le transport à longue distance des dissensions occidentales, entraîne fatalement le retour de l'Europe au rang secondaire que lui assignent ses dimensions, et duquel les travaux et les échanges internes de son esprit l'avaient tiré. L'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. Il est inutile de se représenter des événements violents, de gigantesques guerres, des interventions à la Temujin, comme conséquence de cette conduite puérile et désordonnée. Il suffit d'imaginer le pire. Considérez un peu ce qu'il adviendra de l'Europe quand il existera par ses soins, en Asie, 2 douzaines de Creusot ou d'Essen, de Manchester ou de Roubaix, quand l'acier, la soie, le papier, les produits chimiques, les étoffes, la céramique et le reste y seront produits en quantités écrasantes, à des prix invincibles, par une population qui est la plus sobre et la plus nombreuse du monde, favorisée dans son accroissement par l'introduction des pratiques de l'hygiène. Telles furent mes réflexions très simples devant mon atlas, quand les 2 conflits dont j'ai parlé, et d'autre part l'occasion de la petite étude que j'ai dû faire à cette époque sur le développement méthodique de l'Allemagne, m'eurent induit à ces questions. Les grandes choses survenues depuis lors ne m'ont pas contraint de modifier ces idées élémentaires, qui ne dépendaient que de constatations bien faciles et presque purement quantitatives. La crise de l'esprit, que j'ai écrite au lendemain de la paix, ne contient que le développement de ces pensées qui m'étaient venues plus de 20 ans auparavant. Le résultat immédiat de la Grande Guerre fut ce qu'il devait être. Il n'a fait qu'accuser et précipiter le mouvement de décadence de l'Europe. Toutes ces plus grandes nations, affaiblies simultanément, les contradictions internes de leurs principes devenues éclatantes, le recours désespéré des 2 parties aux non-européens, comparable au retour à l'étranger qui s'observe dans les guerres civiles, la destruction réciproque du prestige des nations occidentales par la lutte des propagandes, et je ne parle point de la diffusion accélérée des méthodes et des moyens militaires, ni de l'extermination des élites. Telles ont été les conséquences, quant à la condition de l'Europe dans le monde, de cette crise longuement préparée par une quantité d'illusions, et qui laisse après elle tant de problèmes, d'énigmes et de craintes, une situation plus incertaine, les esprits plus troublés, un esprit plus ténébreux qu'il ne l'était en 1913. Il existait alors en Europe un équilibre des forces, mais la paix d'aujourd'hui ne fait songer qu'à une sorte d'équilibre de faiblesse nécessairement plus instable. Paul Valéry, note sur la grandeur et décadence de l'Europe. Dans les temps modernes, pas une puissance, pas un empire en Europe n'a pu demeurer au plus haut, commander au large autour de soi, ni même garder ses conquêtes pendant plus de 50 ans. Les plus grands hommes y ont échoué, même les plus heureux ont conduit leurs nations à la ruine. Charles Quint, Louis XIV, Napoléon, Metternich, Bismarck, durée moyenne 40 ans. Point d'exception. L'Europe avait en soi de quoi se soumettre et régir et ordonner à des fins européennes le reste du monde. Elle avait les moyens invincibles et les hommes qui les avaient créés. Fort au-dessous de ceux-ci étaient ceux qui disposaient d'elle. Ils étaient nourris du passé, ils n'ont su que faire du passé. L'occasion aussi est passée. Son histoire et ses traditions politiques,
ses querelles de village, de clocher et de boutique, ses jalousies et rancunes de voisins, et, en somme, le manque de vue, le petit esprit hérité de l'époque où elle était aussi ignorante et non plus puissante que les autres régions du globe, ont fait perdre à l'Europe cette immense occasion dont elle ne s'est même pas doutée, en temps utile, qu'elle existait. Napoléon semble être le seul qui ait pressenti ce qui devait se produire et ce qui pourrait s'entreprendre. Il a pensé à l'échelle du monde actuel, n'a pas été compris et l'a dit. Mais il venait trop tôt. Les temps n'étaient pas mûrs. Ses moyens étaient loin des nôtres. On s'est remis après lui à considérer les hectares du voisin et à raisonner sur l'instant. Les misérables Européens ont mieux aimé jouer aux Armagnacs et aux Bourguignons que de prendre sur toute la terre le grand rôle que les Romains surent prendre et tenir pendant des siècles dans le monde de leur temps. Leur nombre et leurs moyens n'étaient rien auprès des nôtres, mais ils trouvaient dans les entrailles de leurs poulets plus d'idées justes et conséquentes que toutes nos sciences politiques n'en contiennent. L'Europe sera punie de sa politique. Elle sera privée de vins et de bières et de liqueurs, et d'autres choses. L'Europe aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine. Toute sa politique l'y dirige. Ne sachant nous défaire de notre histoire, nous en serons déchargés par des peuples heureux qui n'en ont point, ou presque point. Ce sont des peuples heureux qui nous imposeront leur bonheur. L'Europe s'était distinguée nettement de toutes les parties du monde, non point par sa politique, mais malgré cette politique, et plutôt contre elle. Elle avait développé à l'extrême la liberté de son esprit, combiné sa passion de comprendre à sa volonté de rigueur, inventé une curiosité précise et active, créé par la recherche obstinée de résultats qui se pussent comparer exactement et ajouter les uns aux autres un capital de lois et de procédés très puissant. Sa politique, cependant, demeura telle quelle, n'empruntant des richesses et des ressources singulières dont je viens de parler, que ce qu'il fallait pour fortifier cette politique primitive et lui donner des armes plus redoutables et plus barbares. Il apparut donc un contraste, une différence, une étonnante discordance entre l'état du même esprit selon qu'il se livrait à son travail désintéressé, à sa conscience rigoureuse et critique, à sa profondeur savamment explorée, et son état quand il s'appliquait aux intérêts politiques. Il semblait réserver à sa politique ses productions les plus négligées, les plus négligeables et les plus viles. Des instincts, des idoles, des souvenirs, des regrets, des convoitises, des sons sans signification, et des significations vertigineuses. Tout ce dont la science ni les arts ne voulaient pas, et même qu'ils ne pouvaient plus souffrir. Toute politique implique, et généralement ignore qu'elle implique, une certaine idée de l'homme, et même une opinion sur le destin de l'espèce. Toute une métaphysique qui va du sensualisme le plus brut jusqu'à la mystique la plus osée. Supposez quelquefois que l'on vous remette le pouvoir sans réserve. Vous êtes honnête homme, et votre ferme propos est de faire de votre mieux. Votre tête est solide. Votre esprit peut contempler distinctement les choses, se les présenter dans leur rapport, et enfin, vous êtes détaché de vous-même. Vous êtes placé dans une situation si élevée et si puissamment intéressante que les propres intérêts de votre personne en sont nuls ou insipides au prix de ce qui est devant vous et du possible qui est à vous.
Même, vous n'êtes pas troublé par ce qui troublerait tout autre, par l'idée de l'attente qui est dans tous, et vous n'êtes intimidé ni accablé par l'espoir que l'on met en vous. Eh bien, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Il y a des victoires per se et des victoires per accidens. La paix est une victoire virtuelle, muette, continue, des forces possibles contre les convoitises probables. Il n'y aurait de paix véritable que si tout le monde était satisfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent de paix véritable. Il n'y a que des paix réelles, qui ne sont, comme les guerres, que des expédients. Les seuls traités qui compteraient sont ceux qui concluraient entre les arrière-pensées. Tout ce qui est avouable est comme destitué de tout avenir. On se flatte d'imposer sa volonté à l'adversaire. Il arrive qu'on y parvienne, mais ce peut être une néfaste volonté. Rien ne me paraît plus difficile que de déterminer les vrais intérêts d'une nation qu'il ne faut pas confondre avec ses vœux. L'accomplissement de nos désirs ne nous éloigne pas toujours de notre perte. Une guerre dont l'issue n'a été due qu'à l'inégalité des puissances totales des adversaires est une guerre suspendue. Les actes de quelques hommes ont pour des millions d'hommes des conséquences comparables à celles qui résultent pour tous les vivants des perturbations et des variations de leur milieu. Comme des causes naturelles produisent la grêle, le typhon, les épidémies, ainsi des causes intelligentes agissent sur des millions d'hommes, dont l'immense majorité les subit comme elle subit les caprices du ciel, de la mer, de l'écorce terrestre. L'intelligence et la volonté affectant les masses en tant que causes physiques et aveugles, ce qu'on nomme politique. Des nations. Ce n'est jamais chose facile de se représenter nettement ce qu'on nomme une nation. Les traits les plus simples et les plus forts échappent aux gens du pays qui sont insensibles à ce qu'ils ont toujours vu. L'étranger qui les perçoit trop puissamment et ne ressent pas cette quantité de correspondances intimes et de réciprocité invisible par quoi s'accomplit le mystère de l'union profonde de millions d'hommes. Il y a donc deux grandes manières de se tromper au sujet d'une nation donnée. D'ailleurs, l'idée même de nation en général ne se laisse pas capturer aisément. L'esprit s'égare entre les aspects très divers de cette idée. Il hésite entre des modes très différents de définition. À peine a-t-il cru trouver une formule qui le contente, elle-même aussitôt lui suggère quelque cas particulier qu'elle a oublié d'enfermer. Cette idée nous est aussi familière dans l'usage et présente dans le sentiment qu'elle est complexe ou indéterminée devant la réflexion. Mais il en est ainsi de tous les mots de grande importance. Nous parlons facilement du droit, de la race, de la propriété. Mais qu'est-ce que le droit, que la race, que la propriété? Nous le savons et ne le savons pas. Ainsi, toutes ces notions puissantes, à la fois abstraites et vitales, et d'une vie parfois si intense et si impérieuse en nous, tous ces termes qui composent dans les esprits des peuples et des hommes d'État les pensées, les projets, les raisonnements, les décisions auxquelles sont suspendus les destins, la prospérité ou la ruine, la vie ou la mort des humains, sont des symboles vagues et impurs à la réflexion. Et les hommes, toutefois, quand ils se servent entre eux de ces indéfinissables, se comprennent l'un l'autre fort bien. Ces notions sont donc
nettes et suffisantes de l'un à l'autre, obscures et comme infiniment divergentes, dans chacun pris à part. Les nations sont étranges les unes aux autres, comme le sont des êtres de caractère, d'âge, de croyances, de mœurs et de besoins différents. Elles se regardent entre elles, curieusement et anxieusement, sourient, font la moue, admirent un détail et l'imitent, méprisent l'ensemble, sont mordues de jalousie ou dilatées par le dédain. Si sincère que puisse être quelquefois leur désir de s'entretenir et de se comprendre, l'entretien s'obscurcit et cesse toujours à un certain point. Il y a je ne sais quelles limites infranchissables à sa profondeur et à sa durée. Plus d'une est intimement convaincue qu'elle est en soi et par soi la nation par excellence, l'élue de l'avenir infini, et la seule à pouvoir prétendre, quel que soit son état du moment, sa misère ou sa faiblesse, au développement suprême des virtualités qu'elle s'attribue. Chacune a des arguments dans le passé ou dans le possible. Aucune n'aime à considérer ses malheurs comme ses enfants légitimes. Suivant qu'elles se comparent aux autres sous les rapports ou de l'étendue, ou du nombre, ou du progrès matériel, ou des mœurs, ou des libertés, ou de l'ordre public, ou bien de la culture et des œuvres de l'esprit, ou bien même des souvenirs et des espérances, les nations se trouvent nécessairement des motifs de se préférer. Dans la partie perpétuelle qu'elles jouent, chacune d'elles tient ses cartes, mais il en est de ces cartes qui sont réelles et d'autres imaginaires. Il est des nations qui n'ont en main que des atouts du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, des valeurs mortes et vénérables. D'autres comptent leurs beaux-arts, leurs sites, leur musique locale, leurs grâces ou leur noble histoire, qu'elles jettent sur le tapis au milieu de vrais trèfles et de vrais pics. Toutes les nations ont des raisons présentes ou passées ou futures de se croire incomparables. Et d'ailleurs, elles le sont. Ce n'est pas une des moindres difficultés de la politique spéculative que cette impossibilité de comparer ces grandes entités qui ne se touchent et ne s'affectent l'une l'autre que par leur caractère et leurs moyens extérieurs. Mais le fait essentiel qui les constitue, leur principe d'existence, le lien interne qui enchaîne entre eux les individus d'un peuple et les générations entre elles, n'est pas, dans les diverses nations, de la même nature. Tantôt la race, tantôt la langue, tantôt le territoire, tantôt les souvenirs, tantôt les intérêts, instituent diversement l'unité nationale d'une agglomération humaine organisée. La cause profonde de tels groupements peut être d'espèces toutes différentes de la cause de telle autre. Il faut rappeler aux nations croissantes qu'il n'y a point d'arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions de lumière, de sol et de terrain, puisse grandir et s'élargir indéfiniment. Paul Valéry, de l'histoire. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient « La leçon de ceci,
les enseignements de cela. Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. Le monde auquel nous commençons d'appartenir, hommes et nations, n'est qu'une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de question finie pour être finie sur un point. L'histoire, telle qu'on la concevait jadis, se présentait comme un ensemble de tables chronologiques parallèles, entre lesquelles, quelquefois, des transversales accidentelles étaient çà et là indiquées. Quelques essais de synchronisme n'avaient pas donné de résultat, si ce n'est une sorte de démonstration de leur inutilité. Ce qui se passait à Pékin du temps de César, ce qui se passait aux Zambèzes du temps de Napoléon, se passait dans une autre planète. Mais l'histoire mélodique n'est plus possible. Tous les thèmes politiques sont enchevêtrés, et chaque événement qui vient à se produire prend aussitôt une pluralité de significations simultanées et inséparables. La politique d'un Richelieu ou d'un Bismarck se perd et perd son sens dans ce nouveau milieu. Les notions dont ils se servaient dans leurs desseins, les objets qu'ils pouvaient proposer à l'ambition de leur peuple, les forces qui figuraient dans leurs calculs, tout ceci devient peu de choses. La grande affaire des politiques était, elle est encore pour quelques-uns, d'acquérir un territoire. On y employait la contrainte, on enlevait à quelqu'un cette terre désirée et tout était dit. Mais qui ne voit que ces entreprises qui se limitaient à un colloque, suivi d'un duel, suivi d'un pacte, entraîneront dans l'avenir de telles généralisations inévitables que rien ne se fera plus, que le monde entier ne s'en mêle, et que l'on ne pourra jamais prévoir ni circonscrire les suites presque immédiates de ce qu'on aura engagé. Tout le génie des grands gouvernements du passé se trouve exténué, rendu impuissant et même inutilisable par l'agrandissement et l'accroissement de connexion du champ des phénomènes politiques. Car il n'est point de génie, point de vigueur du caractère et de l'intellect, point de tradition même britannique, qui puissent désormais se flatter de contrarier ou de modifier à leur guise l'état et les réactions d'un univers humain auquel l'ancienne géométrie historique et l'ancienne mécanique politique ne conviennent plus du tout. L'Europe me fait songer à un objet qui se trouverait brusquement transporté dans un espace plus complexe, où tous les caractères qu'on lui connaissait et qui demeurent en apparence les mêmes, se trouvent soumis à des liaisons toutes différentes. En particulier, les prévisions que l'on pouvait faire, les calculs traditionnels, sont devenus plus vains que jamais ils ne l'ont été. Les suites de la guerre récente, celle de 1914-1918, nous font voir des événements qui, jadis, eussent déterminé pour un long temps, et dans le sens de leur décision, la physionomie et la marche de la politique générale, être en quelques années, par la suite du nombre des partis, de l'élargissement du théâtre, de la complication des intérêts, comme vidés de leur énergie, amortis ou contredits par leurs conséquences immédiates. Il faut s'attendre que de telles transformations deviennent la règle. Plus nous irons
moins les effets seront simples, moins ils seront prévisibles, moins les opérations politiques et même les interventions de la force, en un mot, l'action évidente et directe, seront ce que l'on aura compté qu'ils seraient. Les grandeurs, les superficies, les masses en présence, leurs connexions, l'impossibilité de localiser, la promptitude des répercussions, imposeront de plus en plus une politique bien différente de l'actuelle. Les effets devenant si rapidement incalculables par leur cause, et même antagonistes de leur cause, peut-être trouvera-t-on puéril, dangereux, insensé désormais, de chercher l'événement, d'essayer de le produire ou d'empêcher sa production. Peut-être l'esprit politique cessera-t-il de penser par événement, habitude essentiellement due à l'histoire et entretenue par elle. Ce n'est point qu'il n'y aura plus d'événements et de moments monumentaux dans la durée, il y en aura d'immenses. Mais ceux dont c'est la fonction que de les attendre, de les préparer ou d'y parer, apprendront nécessairement de plus en plus à se défier de leur suite. Il ne suffira plus de réunir le désir et la puissance pour s'engager dans une entreprise. Rien n'a été plus ruiné par la dernière guerre que la prétention de prévoir. Mais les connaissances historiques ne manquaient point, il me semble. Paul Valéry, Réflexions mêlées. J'ai observé une chose grave, qui est que tous les grands hommes qui nous ont entretenus des grands gestes qu'ils accomplirent, finissaient tous par nous renvoyer au bon sens. Je ne suis pas à mon aise quand on me parle du bon sens. Je crois en avoir, car qui consentirait qu'il n'en a pas? Qui pourrait vivre un moment de plus en étant trouvé dépourvu? Si donc on me l'oppose, je me trouble, je me tourne vers celui qui est en moi, et qui en manque, et qui s'en moque, et qui prétend que le bon sens est la faculté que nous eûmes jadis de nier et de réfuter brillamment l'existence prétendue des antipodes. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, quand il cherche et qu'il trouve dans l'histoire d'hier les moyens de ne rien comprendre à ce qui se passera demain. Il ajoute que ce bon sens est une intuition toute locale qui dérive d'expériences non précises ni soignées, qui se mélange d'une logique et d'analogies assez impures pour être universelle. La religion ne l'admet pas dans ses dogmes. Les sciences, chaque jour, l'ahurissent, le bouleversent, le mystifient. Ce critique du bon sens ajoute qu'il n'y a pas de quoi se vanter d'être la chose du monde la plus répandue. Mais je lui réponds que rien toutefois ne peut retirer au bon sens cette grande utilité qu'il a dans les disputes sur les choses vagues, où il n'est pas d'argument plus puissant sur le public que de l'invoquer pour soi, de proclamer que les autres déraisonnent, et que ce bien si précieux pour être commun réside tout en celui qui parle. C'est ainsi que l'on met avec soi tous ceux qui méritent d'y être et qui sont ceux qui croient ce qu'ils lisent. Napoléon disait qu'à la guerre presque tout est de bon sens, ce qui est une parole généreuse dans la bouche d'un homme de génie. Cette parole est remarquable. L'empereur, parmi ses grands dons, avait celui de discerner merveilleusement laquelle de ses facultés il fallait exciter, laquelle il fallait amortir selon l'occasion. Même le sommeil était à ses ordres. Quand il dit ce que j'ai rapporté sur le bon sens, il sépare, comme il se doit, le travail du loisir et de la méditation, de ce travail instantané qui s'opère au milieu des événements, sous la pression du temps et sous le bombardement des nouvelles.
Alors, point de délai, point de reprise, l'expédient est la règle, et le bon sens est, par hypothèse, le sens de bien choisir parmi les expédients. Je consens donc sans difficulté que ceux qui agissent en politique, c'est-à-dire qui se dépensent à acquérir ou à conserver quelques parcelles de pouvoir, ne se perdent pas à peser les notions dont ils se servent et dont leurs esprits furent munis une fois pour toutes. Je sais bien qu'ils doivent, par nécessité de leur état, travailler sur une image du monde assez grossière, puisqu'elle est et doit être du même ordre de précision, de la même étendue, de la même simplicité de connexion, dont la moyenne des esprits se satisfait. Cette moyenne étant le principal suppôt de toute politique. Pas plus que l'homme d'action, l'opinion n'a le temps ni les moyens d'approfondir. Cette image du monde, qui est assez grossière pour être utile, flotte dans l'air, dans nos esprits, dans les cafés, dans les parlements et les chancelleries, dans les journaux, c'est-à-dire partout, et se dégage des études et des livres. Mais si générale et si présente qu'elle soit, il est remarquable qu'elle se raccorde fort mal avec la petite portion du monde réel où vit chacun de nous. Je veux dire que, par notre expérience personnelle et immédiate, nous ne pourrions en général reconstituer le système de ce vaste monde politique, dont les mouvements, toutefois, les perturbations, les pressions et tensions, viennent modifier plus ou moins profondément, directement, soudainement, le petit espace qui nous contient, et les formes de vie que nous y vivons et y voyons vivre. Or, le monde réel des humains est fait de pareils éléments, variables à chaque instant, dont il n'est que la somme. Il faut donc reconnaître l'existence d'un monde politique qui est un autre monde, qui, agissant en tout lieu, n'est observable nulle part, et qui occupe une quantité d'esprit de toute grandeur, est par conséquent réductible à un ensemble de conventions entre tous ces esprits. La politique se résout ainsi en des combinaisons d'entités conventionnelles qui, s'étant formées on ne sait comment, s'échangent entre les hommes et produisent des effets dont l'étendue et les retentissements sont incalculables. Tout développement de la vie en société est un développement de la vie de relation, qui est cette vie combinée des organes des sens et des organes du mouvement, par quoi s'institue le système de signaux et de relais que les tâtonnements, l'expérience et l'imitation précisent et fixent. Une convention n'est autre chose qu'une application de cette propriété si remarquable. Le langage est une convention, comme toute correspondance entre des actes et des perceptions, qui pourrait être substituée par un autre, est une convention par rapport à l'ensemble de toutes ces possibilités. Mais toutes les conventions ne sont pas également heureuses, ni également simples, ni également aisées à instituer. Ce qui importe le plus, c'est qu'une convention soit uniforme, c'est-à-dire non équivoque. Cette condition est assez facile à satisfaire quand l'objet de la convention est sensible, quand on attache un signe à un corps, ou à une qualité d'un corps, ou à un acte. Mais en ce qui concerne les états intérieurs et les produits des conventions simples composées entre elles, l'uniformité des conventions est presque toujours impossible à concevoir, et, dans le reste des cas, elle est laborieuse et délicate à instituer. Il y faut d'extrêmes précautions, et parfois une subtilité incroyable. Ces égards particuliers ne se trouvent pas, et ne peuvent se trouver dans la pratique, comme je l'ai dit plus haut. La pratique accepte et manœuvre ce qui est. Une pratique, cependant, si ancienne et si profondément accoutumée soit-elle dans les esprits
que la plupart ne puissent la considérer différente, n'a d'autre justification à nous offrir que ses résultats. Elle peut s'excuser sur l'excellence de ses résultats s'il arrive qu'elle déçoit l'examen que l'intellect lui fait subir. Si tout va bien, la logique importe peu. La raison et même la probabilité peuvent être négligées. L'arbre se connaît à ses fruits. Mais si les fruits sont amers, si une pratique immémoriale n'a cessé d'être malheureuse, si les prévisions qu'elle fait sont toujours déçues, si on la voit recommencer avec une obstination animale les mêmes entreprises que l'événement a 100 fois condamnées, alors il est permis d'examiner le système conventionnel qui est nécessairement le lien et l'excitateur de ces actes. Paul Valéry. Des partis. Il n'est de parti qui n'est enragé contre la patrie. Ce sur quoi nul parti ne s'explique. Chacun a ses ombres particulières, ses réserves, ses caves de cadavres et de songes inavouables, ses trésors de choses irréfléchies et d'étourderies, ce qu'il a oublié dans ses vues et ce qu'il veut faire oublier. Il retire pour subsister ce qu'il promettait pour exister. Ils se valent au pouvoir, ils se valent hors du pouvoir. Il ne faut pas hésiter à faire ce qui détache de vous la moitié de vos partisans et qui triple l'amour du reste. Ce qui plaît à tel dans son parti politique, c'est le vague de l'idéal, et à tel autre dans le sien, c'est le précis des objets prochains. Comme on voit communément des anarchistes dans les partis de l'ordre et des organisateurs dans l'anarchie, je suggère un reclassement. Chacun se classerait dans le parti de ses dons. Il y a des créateurs, des conservateurs et des destructeurs par tempérament. Chaque individu serait mis dans son véritable parti, qui n'est point celui de ses paroles, ni de ses vœux, mais celui de son être et de ses modes d'agir et de réagir. Toute politique se fonde sur l'indifférence de la plupart des intéressés, sans laquelle il n'y a point de politique possible. La politique fut d'abord l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. À une époque suivante, on y adjoignit l'art de contraindre les gens à décider sur ce qu'ils n'entendent pas. Ce deuxième principe se combine avec le premier. Parmi leurs combinaisons, celle-ci. Il y a des secrets d'État dans des pays de suffrage universel. Combinaison nécessaire et en somme viable, mais qui engendre quelquefois de grands orages, et qui oblige les gouvernements à manœuvrer sans répit. Le pouvoir est toujours contraint de naviguer contre son principe. Il gouverne au plus près contre le principe, dans la direction du pouvoir absolu. Tout état social exige des fictions. Dans les uns, on convient de l'égalité des citoyens. Les autres stipulent et organisent l'inégalité. Ce sont là des conventions qu'il faut pour commencer le jeu. L'une ou l'autre posée, le jeu commence, qui consiste nécessairement dans une action de sens inverse de la part des individus. Dans une société d'égaux, l'individu agit contre l'égalité. Dans une société d'inégaux, le plus grand nombre travaille contre l'inégalité. Le résultat des luttes politiques est de troubler
de falsifier dans les esprits la notion de l'ordre d'importance des questions et de l'ordre d'urgence. Ce qui est vital est masqué par ce qui est de simple bien-être, ce qui est d'avenir par l'immédiat, ce qui est très nécessaire par ce qui est très sensible, ce qui est profond et lent par ce qui est excitant. Tout ce qui est de la politique pratique est nécessairement superficiel. L'historien fait pour le passé ce que la tireuse de cartes fait pour le futur, mais la sorcière s'expose à une vérification, et non l'historien. On ne peut faire de politique sans se prononcer sur des questions que nul homme sensé ne peut dire qu'il connaisse. Il faut être infiniment sot ou infiniment ignorant pour oser avoir un avis sur la plupart des problèmes que la politique pose. Les opinions opposées au sujet de la guerre peuvent se ramener simplement à l'incertitude d'une époque, la nôtre, sur cette question. Quels sont les groupements qui doivent se faire la guerre? Race, classe, nation ou autres systèmes à découvrir? Car on a découvert la classe, la nation, la race, comme on a découvert des nébuleuses. Comme on a découvert que la Terre faisait partie d'un certain système, et celui-ci de la Voie lactée. Ainsi a-t-on découvert qu'un tel était ceci par sa naissance, et cela par ses moyens d'existence. Et il lui appartient de choisir ou de s'embarrasser s'il suivra sa nation, ou sa classe, ou sa secte, ou sa nature. La violence, la guerre, ont pour ambition de trancher en un petit temps, et par la dissipation brusque des énergies, des difficultés qui demanderaient l'analyse la plus fine et des essais très délicats, car il faut arriver à un état d'équilibre sans contrainte. Quand l'adversaire exagère nos forces, nos desseins, notre profondeur, quand, pour exciter contre nous, il nous peint sous des couleurs effrayantes, il travaille pour nous. L'existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. Le loup dépend de l'agneau, qui dépend de l'herbe. L'herbe est relativement défendue par le loup. Le carnivore protège les herbes qui le nourrissent indirectement. Entre vieux loups, la bataille est plus âpre, plus savante, mais il y a certains ménagements. L'essentiel en toute chose est toujours accompli par des êtres très obscurs, non distincts et sans valeur chacun. S'ils n'étaient pas tels, rien ne se ferait. Si rien ne se faisait, c'est eux qui perdraient le moins. Essentiels et sans importance. Les grands événements ne sont peut-être tels que pour les petits esprits. Pour les esprits plus attentifs, ce sont les événements insensibles et continuels qui comptent. Les événements naissent de pères inconnus. La nécessité n'est que leur mère. Le droit est l'intermède des forces. Le jugement le plus pessimiste sur l'homme et les choses et la vie et sa valeur s'accorde merveilleusement avec l'action et l'optimisme qu'elle exige. Ceci est européen.